Bienvenue avec la voix de Louis pour le 4e épisode du dernier Noël de Pharaon. Je vous rappelle que c'est une histoire vraie d'un personnage extraordinaire qui actuellement vous est proposé en podcast et qui prochainement donnera lieu à des vidéos avec des documents photographiques et des vidéos d'époque afin d'abonder à cette merveilleuse histoire d'un personnage vraiment pas comme les autres. Les fracas des canons allemands répondaient au claquement des 12-7 françaises, couvrant par intermittence les râles et les chuchotements des prières chrétiennes et musulmanes des agonisants de ce bataillon mixte de zouaves tirailleurs. Indigènes, arabes et surtout kabyles mêlaient leur sang à celui des Français d'Algérie, revenus au pays pour sauver la patrie, comme le disait leur chant de l'odeur du sang, des tripes vidées et de la charogne donnée à la mort en marche. Ces effluves universels aux survivants. Ici, dans ces tranchées réputées stabilisées depuis quelques semaines, les journées consistaient à aménager les fosses en se protégeant des obus qui éclataient après un long sifflement d'avertissement. Même si aucun assaut n'était engagé, la chair humaine se répandait encore et toujours en lambeaux arrachés dans une loterie macabre à qui perd. Tous y participaient de gré ou de force, chrétiens, musulmans, juifs et autres, sans qu'aucun ne comprenne pourquoi il était là, attendant juste d'être haché menu. Le fatalisme coranique hypnotique des uns et la résignation patriotique des autres, le vin rouge de ceux-là et les prières de ceux-ci transcendaient la tragédie commune offerte par cet acier noir qui pleuvait dans un brouillard de gaz vert. Lui avait eu la chance de recevoir une éducation religieuse et philosophique et avait une culture générale qui l'avait propulsé comme sous-lieutenant en regard de ses qualités de meneur d'hommes. Il avait eu l'exemple de ce père à la fois héroïque et bienveillant, toujours en action dans des missions de police indigène et de répression des rébellions, mais gérant aussi le quotidien local dans une mansuétude qui malheureusement lui serait fatale. Ce fils, aujourd'hui sous-officier, organisait aussi la vie locale par des ordres stricts et fondés, mais surtout veillait aussi au confort relatif de ce peuple debout, dont un jour ou l'autre il garrotterait les membres tranchés avant de fermer leurs centaines d'yeux hagards. Son tour de gagnant de la loterie arriva pourtant le 5 novembre 1915 à 14 heures, prodigué par l'acier allemand d'un éclat d'obus qui déchira son Adrien en emportant son front juste au-dessus de l'œil droit. Après les 2 blessures par balle pour lesquelles il refusa l'évacuation, cet après-midi-là, il fut brancardé dans le coma pour rejoindre les Invalides à Paris. Depuis 1920, où il était retourné en Kabylie, les chevauchés à la poursuite des contrebandiers et des rebelles avaient eu raison de la réparation expérimentale des chirurgiens américains de l'hôpital de Neuilly, où il avait été envoyé chez les gueules cassées. 18 années plus tard, assis devant le miroir pour soulager ses terrifiants maux de tête,
Il allait tenter de manipuler les fragments d'os qui lui avaient été greffés depuis sa hanche dans le trou béant de son front. Sa toux, provoquée par ses poumons brûlés, ne faisait qu'empirer les chocs internes, et dans l'instant, il devait être parfaitement apaisé pour ne pas faire de faux mouvements. Quand il ferait levier avec l'aiguille de cellier de bourrache. Le regard fixe, dans une forme d'auto-hypnose, il décryptait la topographie de sa blessure, semblable au cuir d'une selle mal recousue. Chaque sillon lui en était familier pour les observer chaque matin et chaque soir, afin d'y déceler une évolution illusoire qui les aurait fait disparaître. Chaque vallon et chaque colline de ce champ de bataille humain répliquait ces terres labourées par les obus où sa jeunesse avait été violée comme des centaines de milliers d'autres. Il y promenait le majeur avec délicatesse sur ces sentiers chahutés dans un massage subtil que nul autre ne pouvait exécuter. Il était encore une fois en repérage vers les lignes ennemies pour localiser le foyer de l'offensive de ses douleurs, où il le frapperait de façon chirurgicale, à sa façon. Il posa une assiette devant lui, alluma les chandelles et fit couler la cire pour les fixer et versa dans une autre une bonne dose d'alcool à brûler. Il disposa les gaz et prit les aiguilles qu'il fit rougir l'une après l'autre à la flamme des bougies, puis les plongea dans l'alcool avant de les déposer sur les gaz. Il avait eu de nombreuses occasions d'assister à des opérations d'urgence dans les tranchées et il avait intégré tous ces gestes d'hygiène comme un savoir-faire à part entière d'un bon soldat. Entre le pouce et l'index, il pointa ce carrefour-là où se rejoignaient 3 lignes, fit tourner l'aiguille comme un acupuncteur et la fit avancer dans la chair sans qu'il ne ressente de douleur pour la simple raison que les tissus avaient eu leur innervation totalement inhibée et tranchée. Il soufflait avec précaution pour ne pas déclencher une quinte de toux. Et il sentit l'os là, celui qui devait appuyer sur les tissus autour du cerveau dont il avait eu la chance de ne pas en perdre de matière. Il basculait l'aiguille et pour bouger cet os-là qui finalement lui fit mal. Il retira l'aiguille précipitamment alors que perlait une goutte de sang qu'il essuya avec la gaze, puis recommença 2 autres fois, et chacune plus douloureuse encore. Mais la prochaine fois, si nécessaire, il irait plus loin encore, puisqu'il connaissait désormais la première limite encore supportable, et il essuya donc les perles de sang et promena de nouveau son index tout autour de cette zone sans être certain que cela avait servi à quelque chose, si ce n'est de ne pas renoncer à vivre. Il portait dans ses gènes un instinct de survie exacerbé comme jusque dans cet incendie de la ferme de son père qui venait juste d'être assassiné en 1910.
Les rebelles voulaient anéantir la famille Chérois et la seule mort du patriarche ne suffisait pas à laver l'affront du refus d'appliquer la charia au cœur de la Kabylie que le père avait clairement prononcé. Il ne couperait pas de main, mais prononcerait de la prison ou du bagne, selon la loi française. En pleine nuit, ils barricadèrent portes et fenêtres de la ferme familiale et des écuries et mirent le feu. Mais le grand gamin se réveilla à temps pour défoncer les fenêtres avec des chaises et faire sortir sa famille. Une fois dehors, il mit sa dernière énergie avec les ouvriers à faire sortir les chevaux qui s'enfuirent effrayés, y compris celui du père qu'il avait ramené sur son dos. Le lendemain, les gendarmes lui confirmèrent que c'étaient les mêmes hommes du Douar Hemsid qui avaient tendu un piège fatal à son père. Il n'avait aucune identité, aucun visage, mais le gamin décida de les retrouver pour se venger. Il devait donc rentrer dans l'armée pour avoir les moyens de patrouiller et un jour les retrouver. L'armée lui offrit les aventures, les honneurs et une socialisation inespérée au prix du feu et du sang auquel il avait échappé là-bas, sans jamais savoir à ce jour qui avait tué son père. Dans l'instant, face à ce miroir, le visage du fringant jeune homme avait mué en un havre de souffrance, où l'on lisait encore une peur passée qu'il faisait disparaître en un clin d'œil, comme le jour où il rencontra Jeanne juste en souriant. Il se sourit donc à lui-même, comprenant une fois encore cette chance que peu de gueules cassées avaient. Ce soir, Jeanne reviendrait des grands boulevards avec les petits, et il n'était pas question un instant de susciter l'apitoiement. Il déclarerait que cela allait mieux et surierait pour le faire croire en respirant profondément, pour ne pas tousser non plus. Il rangea tous ses instruments de torture, se coiffa de la paume de la main et se fit un pansement qui disparut aussitôt sous la chéchia posée sur l'œil droit. Jeanne, elle, ne serait pas dupe pour avoir assisté plusieurs fois déjà à ce rituel, mais les enfants seraient épargnés, bien qu'étant coutumiers de la vision de ces cicatrices de ce papa décidément pas comme les autres. Il remit sa chemise et son gilet, vérifia l'heure sur sa montre à gousset, quand il se mit à tousser malgré lui. Il reprit les gaz et les plaqua sur la bouche. Depuis quelques mois, ses quintes prodiguaient des caillots de sang, comme chez d'autres amis des tranchées qu'il voyait parfois. À 44 ans, il renâclait à envisager sa vie comme compromise pour assister au mariage de Rolande ou à la prise d'uniforme de Guy Louis. Il marchait en long et en large pour calmer cette toux compulsive et elle aussi douloureuse finalement. Il ne serait peut-être pas inutile de commencer à coucher sa vie sur le papier, et il pensa acheter une machine à écrire comme celle avec laquelle il tapait ses rapports. Là, tout se calma comme à chaque fois, avec une mission à accomplir ou un projet à réaliser qui guidait son attention vers un lendemain actif. Cette toux était une alerte à ne pas se laisser aller. Acheter une machine à écrire, aller voir Bourrache et ses compagnons pour manger avec eux, aller
avec les enfants à la messe de minuit à Notre-Dame, aller sur les boulevards pour voir les vitrines de Noël et réserver chez Madame Vincent pour le 31 décembre. Ah oui, et puis sentir l'odeur des chevaux de la garde républicaine. Aller à ici, si je peux retrouver Chéna, ce sacré André Chéna, et les autres aviateurs, bien sûr, enfin, ceux qui ont survécu, comme nous. La clé tourna dans la serrure, et Roland sauta au cou de son père. « Papa, on ira voir les vitrines de Noël ensemble. » Il commençait à les décorer, c'était déjà très beau, tu sais. « Oui, nous irons tous ensemble. Tu as entièrement raison. Nous irons voir les vitrines de Noël qui sont en préparation et puis nous irons voir tout ce qu'il y a de plus beau dans cette capitale, n'est-ce pas ? C'était pas la peine de revenir en France, c'était pour rester chez soi. Allez, nous allons passer des bonnes fêtes de fin d'année, les enfants. Un bon Noël, un bon jour de l'an, c'est promis. Merci d'avoir suivi ce 4e épisode du dernier Noël de Pharaon et je suis désolé de ne pas avoir pu le produire pour vous l'offrir pour les fêtes de Noël car je suis tout simplement tombé malade d'une grippe qui m'a fait tousser, disons comme un poilu gazé de la guerre de 14-18 et je ne pouvais rien enregistrer. Je vous remercie de vous abonner pour continuer à suivre ces podcasts qui, comme je vous le disais en préambule, deviendront des vidéos et pourquoi pas un film. Je vous souhaite une bonne année 2026 et espère vous compter parmi mes auditeurs pour les temps à venir. Bientôt, merci à tous.